Bonjour et bienvenue à tous. D'abord, je tiens à remercier Serge Catoir d'avoir coordonné ce numéro des Annales des Mines sur les différentes formations et leurs outils, formés pour un métier, et à tous ceux qui y ont participé, dont plusieurs sont autour de la table. Je remercie également Rachel Bécuve, chef de service adjointe du délégué à l'emploi et à la formation professionnelle, euh, euh, Guillaume Basset, qui est adjoint à la direction générale déléguée des investissements étrangers de Business France, David Déré, directeur emploi et formation de l'UIMM, ainsi que Bénédicte Fauvargue-Cosson, administrative générale du CNAM, et puis François Germinet, directeur du pôle connaissance du secrétariat général pour l'investissement, pour leur présence et pour nous éclairer sur ce sujet avant de répondre aux questions qui seront posées par les participants dans la salle ou à distance. Quelques mots des raisons qui ont conduit à produire ce numéro dans la série Réalité industrielle des Annales des Mines et d'organiser cette table ronde. L'économie de la science et la science des ressources rares et de leur mise en valeur. Au XVIe siècle, l'économiste et philosophe Jean Bodin, dans ses 6 livres de la République, exprime déjà « Il n'est de richesse que d'hommes », on dirait aujourd'hui de femmes et d'hommes. La semaine dernière, le président de la République, dans son discours récent sur l'Europe, n'exprimait rien d'autre lorsqu'il affirmait « Il nous faut donc des objectifs clairs et ambitieux, et la clé, c'est la formation et la capacité de garder et d'attirer nos talents. Demain, encore plus qu'aujourd'hui, la ressource la plus rare, c'est le capital humain et les talents. » Les défis sont nombreux, alors que sont en jeu la réindustrialisation, les impératifs d'autonomie stratégique, de répondre efficacement aux transitions énergétiques et écologiques, numériques, démographiques avec ses enjeux de santé et de vieillissement. Ces enjeux portent autant sur des formations initiales que tout au long de la vie. Par ailleurs, il importe aussi de réduire notre déficit commercial, ce qui passe par des compétences d'excellence technologiques, commerciales, financières, organisationnelles, et d'améliorer notre productivité. Je note d'ailleurs une étude de Gilles Berset récente qui explique que la faiblesse de notre productivité est liée notamment à ce que des formations seraient utiles encore pour les jeunes qui ont les moindres formations ou alors les seniors qui ont besoin de se mettre à jour. Ça passe aussi par une quête de sens, car il n'est pas d'excellence qui ne dépende du sentiment profond qu'on fait quelque chose d'utile, de passion, de sentiment d'urgence, d'utilité personnelle ou collective. Soit dit en passant, c'est aussi l'une des préoccupations du Conseil général de l'économie qui nous héberge aujourd'hui et qui est en charge de la tutelle de nombreuses écoles ou participe par divers moyens au pilotage d'autres organismes touchant aux compétences. Pour ça, il faut des outils. En premier lieu, la DGEFP est en charge et Rachel Bécuve ouvrira nos débats pour les rappeler. En second lieu, Guillaume Basset, co-auteur avec Olivier Luancy d'un article sur les pénuries de compétences, nous parlera du paradoxe qui existe entre les formations existantes et les débouchés réels. En troisième lieu, outre ces actions publiques, David Déré nous expliquera ce que fait l'UIMM pour répondre aux besoins de recrutement et de compétences des entreprises industrielles françaises dans un contexte d'offres qui est tendu, grâce à son propre réseau territorial d'organismes, 136 sites de formation professionnelle et d'apprentissage, et quelques 130 000, je crois, formations, qui en fait un organisme absolument majeur. En quatrième lieu, Bénédicte Fauvargue-Cosson illustrera l'aspect académique du sujet et nous parlera du CNAM, qui incidemment fête ses 230 ans, comme les Annales, dont il est le quasi-jumeau, et de son potentiel considérable, plus de 50 000 auditeurs par an, diplômés des grandes écoles, titulaires d'un doctorat ou bachelier. Enfin, François Germinet nous expliquera tout ce que l'État, en partenariat avec divers partenaires, fait de bien via le volet formation de France 2030 pour faciliter l'adaptation aux transitions que j'ai mentionnées. Pour finir, permettez-moi un peu de publicité. Les Annales des Mines, qui sont fondées en 1794, sont la plus vieille revue imprimée d'Europe. Mais cette vieille dame de 230 ans a une vivacité de jeune femme quand il s'agit de regarder l'avenir. Elles comprennent 4 séries: réalité industrielle, gérer et comprendre, responsabilité environnement et enjeux numériques. Les numéros sont tous accessibles gratuitement dès le début du mois de leur parution sur le site annales.org, qui a permis d'accroître considérablement leur visibilité au cours des années récentes. Elles sont ainsi dans leur rôle d'éclairer les enjeux structurels, économiques et industriels, écologiques, sociétaux, numériques et de management, au travers de leurs 4 revues et des tables rondes qui accompagnent souvent leur sortie. Au sujet de la présente table ronde, sa version virtuelle est enregistrée, ce qui permettra de la retrouver sur le site des Annales. Les chantiers que je viens de mentionner sont nombreux. Je vous passe donc la parole. Rachel Bécuve, c'est à vous. Merci beaucoup, merci à tous. Donc, avant de rentrer, donc, on avait contribué à un article qui s'appelait Former pour un métier.
D'abord, le contexte, dans le cadre de France Relance et France 2030, près d'1,7 million d'emplois créés, donc 90 000 emplois industriels dans 300 usines. Pour le ministère du Travail, 2 axes. Un axe d'anticipation des mutations économiques et un deuxième axe sur la mise en place d'un interlocuteur dédié au sein du plan déconcentré. Des enjeux cruciaux industriels, après une dynamique de réindustrialisation tout en intégrant une nouvelle mutation d'activité, d'économie, d'emploi qui sont liées aux différentes transitions. Alors, sur la mutation dans le secteur industriel, tout d'abord, on a fait face à une forte désindustrialisation puisqu'en 2020, seuls 10,3% des emplois étaient dans l'industrie, délocalisés en France, d'après France Stratégie, et en fait une désindustrialisation forte dans le textile, la métallurgie, la fabrication de matériel de sport, de machines d'équipement, et dans le secteur extractif, avec plus de 2 millions d'emplois qui ont disparu depuis les années 80. Donc l'industrie face à cela doit faire face à plusieurs défis qui concernent à la fois les tensions de recrutement, puisque aujourd'hui on doit recruter, accompagner les entreprises dans les mutations qu'elles subissent et renforcer l'attractivité des métiers en renforçant l'offre de formation qui existe. Alors nous, en fait, au ministère du Travail, à la DGFP, on a plusieurs outils, des solutions plutôt opérationnelles, avec 2 outils que je citerai, les EDEC, qui sont des démarches d'engagement et de développement des emplois et des compétences. L'objectif des EDEC, c'est, face aux mutations, d'essayer de faire des alliances entre l'État, mais aussi les branches et les territoires. Soit les EDEC sont nationaux, soit territoriaux. Alors, l'idée de l'EDEC, c'est effectivement une négociation entre l'État et un organisme paritaire, qui peuvent être un OPCO ou plusieurs OPCO. L'EDEC doit permettre d'anticiper les mutations économiques. C'est-à-dire qu'en fait, on a d'abord et pouvoir gérer ensuite les emplois et les compétences sur un territoire donné. Donc, l'EDEC va d'abord faire un portrait de l'existant, une cartographie des emplois et des métiers et des compétences, identifier les facteurs de mutation existants, analyser l'offre de formation et essayer d'avoir un diagnostic RH sur ces secteurs. Et l'objectif de l'EDEC, c'est à partir du diagnostic, à partir de ce constat, mettre des actions, permettre de mettre en place des actions pour maintenir et développer les emplois dans les branches, dans les territoires donnés. Et faire évoluer en conséquence l'offre de formation pour l'adapter aux besoins du territoire et de la branche. Donc, en fait, c'est financé par à la fois l'État et les opérateurs de compétences, les OPCO. Et du coup, l'État, à travers ses EDEC, possède un véritable levier pour orienter les actions et financer et renforcer l'appropriation des branches. Alors, on peut donner quelques exemples. Il y en a plein, puisqu'on fait beaucoup d'EDEC. Mais j'en citerai quelques-uns. Donc, un exemple est le développement du programme informatique Match, qui a été mis en place pour la filière nucléaire. C'est l'outil de référence pour la prospective des besoins en emploi et en compétences de la filière. Concrètement, c'est un programme informatique et une méthode associée qui permettent d'évaluer les besoins en emploi et en compétences. Sur les 20 segments d'activité, notamment ingénierie, génie civil, chaudronnerie, tuyauterie, soudage, environ 80 métiers. L'outil estime qu'en 2023, le secteur représentera directement 125 000 emplois. Le programme Match évalue qu'à l'horizon 2033, le secteur représentera 155 000 emplois directs et un besoin de 60 000 besoins de recrutement en ETP. Ce n'est pas rien. À partir de là, en fait, on fait une cartographie de la formation en France métropolitaine pour voir effectivement si les besoins sont adaptés aux futurs enjeux, et notamment ces 150 000 emplois qu'on devra pourvoir. Du coup, le travail a donné lieu à 5 préconisations sous forme de fiches et de ressources pédagogiques pour mettre en place les formations. Deuxième exemple d'EDEC sur le secteur industriel, c'est la filière de l'industrie ferroviaire, où on a fait un EDEC sur une demande de fort profil de digitalisation et de verdissement sur l'ensemble du territoire. L'EDEC en cours devra permettre de réaliser une campagne de communication pour favoriser les recrutements dans cette branche qui n'est pas aujourd'hui très attractive. Voilà pour les EDEC. Donc ça, c'est un outil d'anticipation. Une fois qu'on a mis en place cet outil, on a un autre outil qui s'appelle la PCRH, qui s'appelle la prestation conseil en ressources humaines, qui est une prestation qui est cofinancée également par l'État et par les entreprises, enfin l'État via les entreprises. L'idée, c'est qu'on a des entreprises, des petites entreprises,
qui n'ont pas la capacité elles-mêmes d'avoir un service de ressources humaines et ont besoin de se faire conseiller pour s'organiser. S'organiser, ça veut dire aussi être attractif, changer les méthodes d'organisation de travail. Et donc, on met en place cette prestation qui peut avoir, qui a une durée d'1 à 30 jours. On constate en moyenne que c'est 6 jours, hein, ce qui n'est pas forcément énorme. On fait appel à un prestataire externe qui vient de l'entreprise, qui est sélectionné par les OPCO par votre marché et qui va aider l'entreprise par rapport à un projet donné. Alors, c'est gagnant-gagnant puisqu'en fait, pour le peu, c'est pas de l'argent qui est donné à l'entreprise, c'est vraiment du conseil et de la prestation. On voit que derrière, en large majorité, ces entreprises se sont emparées des conseils qu'on leur a donnés pour se réorganiser. Donc, par exemple, on a l'entreprise Cocotte House, une entreprise qui avait été créée à l'époque par un jeune entrepreneur de 21 ans, qui grâce à cela, a recruté recrutement d'un ancien cadre RH permettant le développement de son activité. On a plein d'exemples. Sur la période 2020 à 2023, on a 1560 entreprises industrielles qui ont bénéficié d'accompagnement dans le cadre de cette prestation. Et en moyenne, on a 4500 prestations par an financées en toute partie par des fonds publics. Voilà sur la PCRH. Alors après, beaucoup de choses. On a d'autres outils qui vont permettre de former à des métiers de demain, donc des outils qui sont à la main de l'État comme le FNE, qui est un moyen de financer qui est dédié aux OPCO qui va vers les entreprises. Et alors ça a été fortement mobilisé à l'époque du Covid, au moment où on souhaitait permettre aux salariés de se former alors qu'ils étaient en activité partielle, éviter une perte de compétences. Finalement, l'outil a été maintenu à la suite du Covid, d'une part pour remobiliser les salariés qui, au moment où ils ont dû reprendre leur travail pour les reformer sur les emplois qu'ils devaient reprendre. Et ça s'est poursuivi en 2022-23 et 2024 sur des axes justement liés aux transitions. L'idée, c'est de flécher ces financements qui sont évidemment fermés vers des formations liées aux transitions, mais quelles qu'elles soient, c'est-à-dire des transitions numériques, écologiques, mais aussi les grands défis du grand âge. Et donc, une enveloppe qui est donc mobilisée par les OPCO pour former demain à des besoins. Donc, en 2023, 60% des actions financées concernaient des projets de transition numérique. 40% des projets sont consacrés à la transition écologique. Et il faut noter que 57% de ces actions bénéficient à des entreprises de moins de 250 salariés. Alors, au-delà de ces sujets d'action directe, on a aussi, pour former demain, un enjeu qui est fort par l'alternance. Donc, effectivement, la politique d'emploi s'est tournée, mais assez rapidement, vers l'apprentissage et l'alternance à travers les contrats d'apprentissage et les contrats de cofiliation. Donc, l'alternance, c'est l'idée d'avoir 1 million d'apprentis à la fin du quinquennat. C'est en faire une voie d'excellence. Et je pense que le défi est plutôt réussi aujourd'hui, puisqu'on est passé de 350 000 apprentis en 2018 à 850 000 apprentis en 2023, avec aujourd'hui l'idée que l'apprentissage c'est pour tout le monde et pas uniquement pour des étudiants ou des élèves qu'on considérait un peu exclus du système. L'apprentissage, ça permet aussi d'apprendre un métier. On voit que derrière, le taux d'insertion des jeunes dans l'apprentissage sont meilleurs qu'un jeune qui ne serait pas passé par l'apprentissage. Dans ce cadre, en fait, l'État a mis en place plusieurs choses, enfin, a mis une aide. D'abord, une première aide à l'époque du Covid à hauteur de 8 000 €, qui est devenue maintenant une aide de 6 000 € pour chaque apprenti. Et l'aide est maintenue en 2024. Donc, dans l'industrie, à travers l'OPCO 2I, on a 145 000 alternants qui se sont formés, dont 95 000 nouveaux alternants ayant intégré une entreprise industrielle en 2023. L'OPCO 2I est un fort pourvoyeur d'apprentis. Parmi ces nouveaux alternants, 85 sont en contrat d'apprentissage, avec une moyenne d'âge de 23 ans, et 39% sont des femmes, contre 45% tous secteurs confondus. On a un défi chez les jeunes filles. Sur ce point, il faut noter que la part des femmes dans l'industrie
s'élève à moins de 30%, donc 39%, c'est bien. C'est mieux que la moyenne générale. Mais on a encore besoin d'attirer des jeunes filles et l'apprentissage peut être un moyen. Aujourd'hui, les alternants sont de plus en plus qualifiés, c'est ce que je disais au début. 6 nouveaux alternants sur 10 visent une qualification entre 6 et 7, donc 6 étant la licence et 7 étant le master, contre 4 sur 10, tous secteurs confondus. Donc c'est une formation assez adaptée, particulièrement dans le monde industriel, puisqu'en fait on a un taux d'insertion, c'est ce que je disais, atteignant plus de 80% 6 mois après la formation, c'est donné que nous a donné le PDG. Enfin, on observe une hausse de 44% du nombre d'apprentis dans l'industrie en 3 ans. Preuve que les entreprises et secteurs industriels sont convaincus par la pertinence de cette loi de formation. Enfin, on développe également dans la formation l'idée d'apprendre aussi à l'étranger et on travaille sur l'apprentissage à l'international, mais aussi transfrontalier, puisqu'on a une habitude qui a été prise avec l'Allemagne, puisqu'on a des accords très anciens, pour que nos apprentis apprennent aussi des gestes dans les pays européens voisins, alors transfrontalier, c'est transfrontalier, mais on a vocation à faire un Erasmus de l'apprentissage, pour que l'apprentissage et la formation soient aussi un vecteur de citoyenneté. Je passerai sur la MICIA parce que je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Sinon, voilà d'autres sujets. Une mise en place des campus des métiers des qualifications. C'est un autre outil intéressant pour répondre aux enjeux RH des entreprises, puisque les campus des métiers des qualifications regroupent des établissements secondaires, des établissements d'enseignement supérieur, de formation initiale ou continue, autour d'un secteur d'activité d'excellence. On met tout le monde en synergie, correspondant à un enjeu économique et social ou national important. La proximité des campus des métiers des qualifications avec le monde économique facilite l'insertion, notamment pour les publics qui ne font pas de l'apprentissage. Au 1er juin 2023, on dénombrait une centaine de campus des métiers. Un projet de campus repose toujours sur un triptyque: soutenir le développement d'une filière porteuse d'avenir, maintenir les compétences dans un territoire donné et améliorer l'excellence de la formation et son attractivité. Ces campus regroupent des acteurs de la formation autour d'une filière économique. Ils peuvent rechercher des synergies entre les lycées professionnels, les centres de formation des apprentis, les organismes de formation, les établissements d'enseignement. Voilà. Alors c'est un peu la liste à la préverte. Autre outil qui peut être utilisé, c'est aussi les écoles de production. C'est un autre outil, c'est vrai qu'on a... C'est un outil. Les recours aux écoles de production peut également s'avérer être un moyen intéressant. Donc, il s'agit d'un réseau d'établissements privés d'enseignement technique gérés par des organismes à but non lucratif et qui font l'objet d'une reconnaissance par l'État. Ministère de l'Éducation nationale, ministère du Travail. Actuellement, 46 écoles de production avec 1600 jeunes qui préparent à des diplômes professionnels d'État, principalement dans le domaine de la production, en CAP et en bac pro. Je vous interromps brièvement là-dessus. Les 1600 jeunes, ça ne paraît pas beaucoup pour 46 écoles. C'est comme ça? Oui, c'est comme ça. Donc, en fait, les écoles proposent à des jeunes de 15 à 18 ans des formations qualifiantes basées sur une pédagogie spécifique. Donc, en fait, c'est vrai que l'éducation nationale n'aime pas trop, mais c'est produire pour apprendre. En effet, la production des élèves répond à des services de commande. En fait, c'est la différence de l'apprentissage ou d'entreprises locales. Ils sont encadrés par des maîtres professionnels. Les jeunes travaillent en équipe et apprennent sur le même lieu, l'école de production. En fait, contrairement à un apprentissage où on va à l'école et après on va dans une autre. C'est vraiment une école où on mélange les deux. La pratique et la théorie. Considérant que la pédagogie des écoles de production constitue une solution adaptée pour répondre aux enjeux de qualification, avec 90% de réussite au diplôme. C'est quand même pas mal. L'objectif du gouvernement est de soutenir le développement de ces écoles pour atteindre 75 écoles en 2025 et près d'une centaine en 2027. J'espère qu'on va y arriver. Donc, à travers tous ces exemples, on voit bien que le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, maintenant, apporte un soutien financier important à tous les stades de la formation, qu'on passe de l'apprentissage, des EDEC, pour
pour faire des diagnostics, des PCRH pour aider les entreprises à finalement structurer leurs besoins et être attractifs, le FNE pour aller vers les transitions, et puis tous ces systèmes d'apprentissage que sont voilà, les contrats d'apprentissage, les écoles de production, qui permettent en fait d'avoir une espèce de palette qui permettent d'appréhender et d'essayer de former au mieux tous les acteurs sur un territoire donné. Voilà. Merci beaucoup pour cet exposé qui était très riche et très détaillé sur les. J'ai noté sept catégories d'activités, donc ça fait effectivement beaucoup. Mais en même temps, l'enjeu est considérable vu le nombre de gens qu'il y a à former. Alors, un autre aspect des choses, c'est que on en forme beaucoup, tous ne vont pas forcément là où on voulait. Guillaume Basset, qu'est-ce qu'il en est? Merci. Déjà, bonsoir à tous et merci infiniment aux Annales des Mines pour cette invitation. Premièrement, je donnerai plutôt mon regard de professionnel, puisqu'aujourd'hui j'accompagne les investisseurs étrangers. Cette problématique des compétences revient très régulièrement. Et puis ensuite, j'évoquerai effectivement une note qu'on a écrite avec Olivier Luancy dans le cadre de la Fabrique de l'Industrie, qui s'intitule Pénurie de compétences et réindustrialisation, un étonnant paradoxe. Peut-être sur la vision plus opérationnelle et la vision des investisseurs étrangers, la qualité en fait de nos infrastructures de formation, et je salue la présence du CNAM, est évoquée très régulièrement par les investisseurs étrangers. Si on se réfère au baromètre de l'attractivité qui est réalisé chaque année par le cabinet EY, la qualité de notre appareil de formation est le deuxième atout qui est cité par les investisseurs étrangers, juste après l'énergie décarbonée, mais bien avant la fiscalité, le droit du travail. Donc c'est un atout qui est clé. Et ce qui est intéressant, c'est que les investisseurs étrangers le présentent à la fois comme un atout de la France, mais aussi comme potentiellement une faiblesse, c'est-à-dire qu'ils identifient un certain nombre de signaux faibles à améliorer collectivement. Donc la difficulté, il y en a de très nombreux projets qui sont bloqués ou partiellement bloqués par des difficultés de recrutement. Et on sait bien, et c'est ce que HLBQ soulignait, la problématique de difficulté de recrutement, elle est prégnante pour toutes les entreprises en France. 50% des recrutements qui sont considérés comme difficiles, voire très difficiles, et c'est encore plus difficile dans l'industrie. Et ça se traduit notamment par le taux d'emploi vacant, où on a un taux d'emploi vacant qui est plus élevé dans l'industrie que dans les autres secteurs, hein, environ 3%, contre 2% pour le tertiaire, par exemple, tertiaire marchand. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour l'industrie. Ce qui est intéressant, puisque à Business France, on est en contact aussi avec nos homologues étrangers, on a un taux d'emploi vacant dans l'industrie qui est plus élevé en France que dans d'autres pays, qui pourtant ont des taux de chômage plus bas que nous. Et donc, on a un défi collectif extrêmement important. Et pour terminer sur ce sujet des emplois vacants, on a essayé avec Olivier Luancy d'évaluer au fond l'impact en termes de valeur ajoutée industrielle de ces emplois vacants. Et on considère que c'est environ chaque année 5 milliards d'euros de moindre valeur ajoutée pour la France. Et donc, c'est un frein à notre réindustrialisation. Et donc, spontanément, je passe à l'étude, spontanément, on considérait que la bonne réponse en termes de politique publique, c'était une augmentation en volume de l'offre de formation, de nombre de jeunes formés au métier industriel. Et puis après, en creusant un petit peu et en étudiant certains travaux de recherche ou certains travaux statistiques, notre appareil de formation en volume répond aux besoins de la réindustrialisation. Mais ça, c'est théorique. C'est-à-dire que chaque année, notre appareil de formation forme environ 125 000 jeunes du CAP au Bac+2 au métier industriel, alors que selon les scénarios de réindustrialisation, on est environ un besoin de 90 000. Donc on forme 125 000 jeunes au métier industriel face à un besoin par rapport au scénario de réindustrialisation de 90 000 à 110 000.
Et donc, on a constaté et on constate un taux d'évaporation des jeunes qui sont formés au métier industriel de l'ordre de 1 sur 2. C'est-à-dire que 50% des jeunes formés au métier industriel ne vont pas non seulement travailler dans le secteur ou le métier pour lequel ils sont formés, mais tout court au service de l'industrie. Cette évaporation, elle n'est pas spécifique à l'industrie. C'est un phénomène qu'on constate aussi dans d'autres secteurs. Pour autant, ça ne veut pas dire que parce que c'est un problème pour les autres secteurs, il ne faut pas s'en occuper. Et on considère effectivement que dans cette note, il faut à la fois, selon les métiers, selon les compétences, élargir l'offre de formation, former plus de jeunes, mais il faut aussi se préoccuper de cette évaporation et que, au fond, en tant que citoyen, en tant que contribuable, ce rendement de 1 sur 2 n'est pas satisfaisant. Voilà. Et donc, on appelle... et donc, 50% de ces jeunes, soit ne vont pas travailler tout court, soit vont travailler dans un autre secteur. Et donc, pour aller assez vite, hein, on formule un certain nombre de recommandations. D'abord, la nécessité de dépasser comme seul indicateur d'investissement dans les compétences le taux d'insertion dans l'emploi. Ça dépend aussi de la qualité de l'emploi. Ça dépend aussi de est-ce que cet investissement se fait et au service d'un certain nombre de choix collectifs, notamment de réindustrialisation. Et donc, parallèlement au taux d'insertion, on propose aux différents financeurs publics de la formation de suivre le taux d'évaporation. Et pour cela, de l'expérimenter dans certaines filières volontaires, dans certaines formations, et qu'on puisse suivre dans la durée. Le CEREC a fait un travail très important, mais sur un tout petit panel de suivi des jeunes à 3 ans après leur sortie de formation. On propose, on sait que c'est compliqué, on sait que, mais c'est pas une mise en cause des différents acteurs. On considère que ce taux d'évaporation doit à minima susciter le débat et être un indicateur important. Un meilleur suivi des jeunes post sortie de formation, une prise en compte aussi de la non-mobilité géographique des Français et singulièrement des jeunes, et de réfléchir en termes de logique de formation, de passer d'une logique de public, qui est la logique française traditionnelle, où on classe un peu les personnes, est-ce qu'ils sont seniors, est-ce qu'ils sont demandeurs d'emploi, est-ce qu'ils sont lycéens professionnels, est-ce qu'ils sont apprentis, est-ce qu'ils sont salariés, etc. De passer d'une logique de public à une logique de territoire, et qui permettent aussi, au fond, comme d'ailleurs l'avait fait le CNAM à travers l'AMI au cœur des territoires, ou à travers l'AMI des écoles de production, de recréer de l'offre de formation dans les territoires, et qui permettent aussi de répondre aux aspirations des jeunes et d'éviter un petit peu les orientations subies, qui pour nous en fait est vraiment ce qui fait défaut en fait dans le système d'orientation et de formation français. Donc et en conclusion, on appelle effectivement une territorialisation renforcée de l'offre de formation, et également à une mutualisation des plateaux techniques avec une offre de formation qui est souvent segmentée, et de faire en sorte qu'on puisse réinvestir dans nos plateaux techniques, les rendre attractifs pour les jeunes. Et c'est ce qui se passe dans un certain nombre de territoires. Je pense par exemple au Pays de la Loire avec Fab Academy, mais il y a aussi un certain nombre d'expérimentations locales qui sont intéressantes, ou l'usinerie à Chalon-sur-Saône. Voilà, donc on s'est appuyé sur ces expérimentations pour formuler ces propositions. Merci beaucoup. Les exemples pratiques sont bien sûr toujours les bienvenus. Et effectivement, c'est un enjeu qui est majeur que ce taux d'évaporation. Peut-être une question avant de passer la parole à Guillaume Déret sur ceux qui ont été formés et ne vont pas vers l'industrie, où vont-ils? Alors, vous avez dit qu'il y avait une proportion qui ne travaillait pas du tout et puis une qui allait vers autre chose. Quelle est la proportion, si tant est que vous l'ayez? Alors, je peux vous citer quelques exemples. Ça, ce sont les travaux du CEREC
par exemple, je prendrai certains exemples de formation. Par exemple, pour la formation technologie industrielle fondamentale, on a 12% des effectifs qui vont dans l'industrie, 26% qui vont vers les services non marchands, par exemple le secteur public. Ça, c'est au premier emploi. Et 13% qui vont dans des services marchands éloignés de l'industrie. Alors là, j'ai pris le pire exemple. Mais ils vont vers le secteur public, le secteur tertiaire non marchand. Donc il y a vraiment un gros travail du CEREC et j'invite vraiment les participants à ce webinaire à regarder, puisque ce sont des travaux qui sont publics, qui je trouve sont insuffisamment connus. Et ils ont pris un certain nombre de formations et ils ont détaillé les sorties de ces jeunes, sorties de l'enseignement secondaire. Alors, ce sont des jeunes qui sont sortis en 2017. Et donc, ils ont suivi la période 2017 à 2020. Donc, il y a un exercice en cours qui est reconduit, mais je pense qu'il faut le mener à une échelle beaucoup plus grande. Très bien. Merci bien. Alors, parmi les solutions, il y a ce que font les entreprises elles-mêmes, et donc l'IMM. David Déré. Oui, bonjour à tous. Merci également pour cette invitation. Alors, que vient faire autour d'une table comme celle-ci? Que vient faire l'UMM, qui est un syndicat qui n'a pas l'âge des annales des mines, mais qui a quand même 123 ans, puisque l'UMM a été créé en 1901. Et la vocation d'un syndicat professionnel patronal comme le nôtre, c'est d'abord de répondre aux attentes de ces entreprises adhérentes. Et c'est vrai que historiquement, l'UMM est là pour répondre sur des questions juridiques, sur des questions liées aux conditions de travail, de sécurité, d'environnement et plus récemment de RSE. Et particulièrement depuis une trentaine d'années, nous répondons à des problématiques d'emploi et de formation. Cela ne signifie pas que l'UMM ne peut pas intéresser plutôt aux questions d'emploi et de formation, parce que l'UMM faisait partie à accompagner la création de la CTI en 1934. Donc, vous voyez, c'est pas récent. Et pour autant, depuis une quarantaine d'années, nous avons été très fortement interpellés par les entreprises industrielles de la métallurgie, mais bien au-delà de l'industrie en règle générale, sur les problématiques de recrutement, les problèmes de recrutement en quantité, en compétences, etc. Alors, ça peut paraître paradoxal qu'un syndicat rentre sur ce terrain de l'emploi et de la formation, puisque il y a des politiques publiques qui sont mises en œuvre en termes d'éducation nationale, en termes d'enseignement supérieur, en termes de marché du travail. Dans un monde idéal, nous n'aurions pas besoin d'intervenir. Et modestement, eh bien, effectivement, depuis une quarantaine d'années, nous avons investi le champ de la formation professionnelle. Alors peut-être juste un rappel, parce que UMM égale métallurgie, beaucoup caricaturent la métallurgie c'est pas du tout une insulte, hein, c'est un métier tout à fait noble, le travail des métaux. Mais la métallurgie, c'est évidemment toute la filière automobile, la filière navale, la filière aéronautique et spatiale, la filière ferroviaire, mais également l'électronique, la fabrication électrique, le nucléaire privé et évidemment toute la mécanique de précision. Voilà, c'est 42 000 entreprises en France et 1 600 000 salariés. Donc 1 600 000 salariés avec effectivement, depuis une dizaine d'années, à peu près 120 à 130 besoins de recrutement chaque année depuis 10 ans. Et nous sommes actuellement en train de remettre à jour, à travers notre observatoire paritaire, les besoins de recrutement pour les 10 prochaines années. Alors, l'étude n'est pas encore validée, mais je vais quand même donner une fourchette avec autour de 3 scénarios. Un scénario où la réindustrialisation est réussie, donc un scénario plutôt optimiste. Un scénario d'une transition plutôt progressive de réindustrialisation et un scénario où on est plutôt sur entre guillemets, un échec de la réindustrialisation. Mais dans les 3 cas, on est plutôt sur une tendance de recrutement de l'ordre de 150 à 220 000 besoins de recrutement chaque année dans les 10 ans qui viennent dans la branche métallurgie. Voilà. Donc, ça, c'est le constat. Il n'est pas nouveau. Pour autant, nous avons vécu deux périodes. La première période des 30 dernières années, cela a été dit, c'est évidemment un phénomène de désindustrialisation. Nous voyons encore aujourd'hui
la mauvaise image auprès d'un certain nombre de publics. Et pour autant, depuis décembre 2018, je pense qu'on ne le dit pas suffisamment, depuis décembre 2018 jusqu'à la fin du troisième trimestre 2023, et on aura probablement les prochains chiffres, ce sont 104 000 créations nettes d'emplois que l'on peut enregistrer. C'est évidemment une satisfaction parce que c'est le produit d'une volonté politique de réindustrialiser, et ça on le salue bien évidemment, quels que soient les gouvernements, quels que soient les pouvoirs politiques, mais ça reste évidemment une réindustrialisation fragile. Et pour autant, les besoins de recrutement sont liés à des départs à la retraite, sont liés à des ruptures technologiques, à des transitions écologiques, à des transitions énergétiques, à des transitions numériques, à aussi un phénomène d'internationalisation et de compétitivité. Et tout cela amène nos entreprises à accélérer les investissements en robotisation, en automatisation, en recherche de valeur ajoutée ainsi que de R&D privée. Alors, si je reviens sur effectivement le champ de la formation et de l'emploi, nous faisons feu de tout bois. Nous travaillons avec les pouvoirs publics. Nous avons des conventions de partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Industrie, pour justement travailler ensemble à améliorer l'attractivité, à améliorer la correspondance des formations avec les besoins et l'évolution des besoins des entreprises à travers les filières de Bac-3 à Bac+5. C'est ça l'éventail. Et pour autant, depuis 40 ans, déjà depuis 87, avec la loi Séguin qui a ouvert l'apprentissage à l'enseignement supérieur, nous avons beaucoup œuvré pour que les écoles d'ingénieurs s'ouvrent à l'apprentissage. C'était il y a plus de 30 ans. Et les formations d'ingénieurs par l'apprentissage qui ont été ouvertes pour les premières en 1990, à peu près, après le rapport des comptes. Et bien aujourd'hui, nous avons 82 écoles d'ingénieurs publics, privés, intégrés à des universités qui sont partenaires de nos organismes de formation et qui forment des ingénieurs par la voie de l'apprentissage. C'est à peu près 10 000 en formation pour à peu près 3 500 diplômés par an. Alors, je viens d'évoquer nos outils de formation. Effectivement, nous avons créé notre propre réseau d'organismes de formation qui sont réunis sous la marque Pôle Formation UIMM, qui travaillent à la fois pour former des apprentis depuis près de 40 ans, pour former apprentis, contrats de cours, alternance au sens large, former et accompagner le développement des compétences des salariés en activité, mais également former des demandeurs d'emploi. Et vous comprenez par ce biais-là que nous travaillons avec tous les acteurs, tous les dispositifs, en recherche d'une plus parfaite complémentarité pour, encore une fois, former et amener sur le marché du travail les personnes, les hommes, les femmes, les garçons, les jeunes filles qui ont des compétences qui répondent aux attentes des entreprises. Alors, aujourd'hui, nous formons effectivement 37 000 apprentis, 130 000 salariés chaque année et 15 000 demandeurs d'emploi. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Voilà, ça contribue à alimenter les besoins des entreprises. Pour autant, comme je le disais, nous travaillons avec les différents ministères et à travers les réseaux d'éducation nationale. Vous avez cité les écoles de production, nous travaillons également avec eux. Ça reste évidemment une réponse à la hauteur d'un bassin d'emploi, mais pour autant, cela apporte une vraie réponse à des jeunes de 15 à 18 ans et à des entreprises qui recherchent d'ailleurs des jeunes bien formés avec des CAP. Voilà, une résurgence du CAP. Nous travaillons évidemment avec tous les acteurs du service public de l'emploi, parce que là encore, le marché de l'emploi n'a pas un fonctionnement aussi facile que nous le souhaiterions. Donc, France Travail, APEC, Mission Locale, AGFIP, KEOPS, nous sommes évidemment en relation avec eux pour, là encore, faire savoir quels sont les besoins de recrutement et la qualité des compétences demandées pour ensuite former des demandes d'emploi. Voilà, donc voilà le paysage. On travaille à la fois avec tous les acteurs de la formation professionnelle, de Bac-3, Bac+5, tous les acteurs de l'emploi et de l'insertion professionnelle. Et dans ce panorama-là, nous avons notre propre organisme, notre propre réseau, qui, à l'heure où je parle, forme 27% des apprentis de la branche. Donc, alors on peut s'en féliciter, on peut s'en désoler.
Pour autant, ils ont pris une importance importante, aussi parce que nous avons subi depuis 30 ans la fermeture d'un certain nombre de formations de la part de l'Éducation nationale, faute de candidats, faute d'attractivité. Et notre rôle a été d'essayer de compenser ces fermetures-là par une offre de proximité. Vous avez cité 135 sites physiques de formation. C'est évidemment déterminant aujourd'hui que d'essayer d'avoir des offres au moins dans des départements, voire dans certains gros bassins d'emploi, pour permettre à des jeunes une mobilité, une proximité, mais également aux entreprises d'avoir une offre de formation le plus proche de chez eux. Voilà à peu près les grands sujets que je souhaitais vous partager. Nous avons complété ce réseau d'organismes de formation par une école d'ingénieurs qui a été créée en 1958 à l'initiative de plusieurs grands groupes industriels de la métallurgie à l'époque, qui s'appelle CELI, et pour laquelle nous avons effectivement depuis maintenant 3 ans modifié la gouvernance et qui aujourd'hui forme 28 000 aujourd'hui apprenants, étudiants, dont 18 000 apprentis, et qui vient compléter notre réseau de pôles formation. Voilà en quelques minutes ce que je souhaitais vous exposer. Alors peut-être pour répondre en parallèle à l'intervention de Guillaume Basset sur le taux d'évaporation, c'est vrai que nous avons été interpellés par ce chiffre de 50%. Et depuis, on s'est rapproché du CEREC, on s'est rapproché de la DARES, de France Stratégie. Et manifestement, il y a beaucoup d'autres secteurs qui aujourd'hui constatent ce 50% d'évaporation. Alors, je crois que ça doit interpeller non seulement une branche comme la nôtre, mais ça doit interpeller tous les acteurs, publics, branches, organismes de formation. Et pour ma part, je pense que la question de la proximité, de la mobilité géographique, elle est essentielle dans la cohérence de l'emploi occupé par rapport à la formation et la certification obtenue, et puis le taux d'évaporation, qui est certes 50% d'évaporation dans un sens, mais il faut voir également, dans l'autre sens, des taux d'évaporation d'autres secteurs qui finalement viennent vers notre secteur. Mais au final, effectivement, c'est quand même un sujet qui interpelle, et manifestement, je confirme qu'on a bien aussi à peu près 70 000 emplois vacants dans l'industrie, dont 35 000 à peu près dans la métallurgie. Merci bien. Sur les questions de mobilité, on pourra en reparler, mais il y a une chose que j'avais constatée, par exemple, sur les campus des métiers et qualifications que vous avez mentionné, puis également sur la tutelle de grandes écoles, c'est que la capacité d'accueil et d'hébergement, quelquefois, d'élèves ou d'étudiants est tout à fait déterminante. Et dans les critères d'excellence, le fait que sur certains campus, on puisse accueillir des gens qui viennent de plus que 20 km, les conditions effectivement qu'ils soient logés et puis qu'éventuellement ils repartent en fin de semaine ou en fin de mois, c'est un facteur qui améliore sensiblement la qualité de l'offre. Et bien, merci. Donc, on a évoqué l'UIMM. Maintenant, le CNAM a aussi un rôle majeur en l'espèce. Donc, je vais passer la parole à Bénédicte Fauvard-Cosson qui en est la cheville ouvrière, en quelque sorte. Et donc, voilà, que pouvez-vous nous dire sur ce sujet? Je vous remercie de cette invitation. Bonsoir à tous. Alors, je rebondirai sur ce que vous avez dit en introduction. Le CNAM a 230 ans, comme les Annales des Mines. Il a été créé en 1794 par l'abbé Grégoire, donc sortir de la révolution industrielle et surtout la Révolution française. Et il a été créé en même temps que l'école polytechnique et l'école normale supérieure. Nous fêtons cette année ce bel anniversaire. Lorsqu'il a été créé, l'idée de son fondateur, l'abbé Grégoire, c'était de permettre à tous de sortir de la pauvreté en sortant de l'ignorance. Et pour sortir de l'ignorance, il fallait exposer les objets les plus modernes, et les conserver dans ce conservatoire. Et le CNAM a joué historiquement le rôle que joue aujourd'hui l'INPI, en fait. Et les premières chaires n'ont été créées qu'en 1819. L'une des 3 premières chaires, c'est la chaire de Jean-Baptiste Say en économie industrielle, précisément. Alors, je rappelle ceci parce qu'il faut bien avoir conscience de la diversité des missions du CNAM.
Nous sommes un grand établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Nous avons les mêmes missions qu'une université, la formation, la recherche, l'innovation, mais nous avons aussi une mission de diffusion de la culture scientifique et technique pour tous. Et ça, c'est important et nous y tenons beaucoup. Le musée des arts et métiers, qui est intégré au CNAM, est un grand acteur de cette action, mais nous avons aussi presque tous les soirs au CNAM des conférences, des séminaires, avec une forte orientation scientifique. Je vous cite par exemple un séminaire qui se tient tous les jeudis soirs, l'aventure des inventions, toujours avec l'idée qu'on part d'un objet technique, un objet du musée, pour raconter l'histoire d'une invention. Donc cette mission, je la prends vraiment particulièrement à cœur parce que pour moi c'est une mission démocratique, c'est une mission en fait qui concerne tous les publics, indépendamment bien sûr de la formation et des métiers, c'est de la culture générale scientifique dont nous avons tant besoin aujourd'hui. Le CNAM aujourd'hui, ce qui me frappe beaucoup, c'est que tout le monde le connaît, mais personne ne sait exactement ce qu'il fait. Précisément parce qu'il a 3 missions et aussi parce qu'il s'est considérablement diversifié. Au départ, c'était plutôt un organisme qui assurait des formations scientifiques dans le domaine des sciences de l'ingénieur, et on connaît bien l'école d'ingénieurs du CNAM. En réalité, maintenant, près de 2/3 de nos formations et de nos étudiants, on les appelle les auditeurs au CNAM, sont dans le domaine tertiaire. Et puis, au départ, c'était un organisme qui était un établissement public à Paris, avec ses bâtiments magnifiques du côté de Réaumur-Sébastopol. Et progressivement, le CNAM s'est développé dans les territoires, avec 19 centres en région et 230 antennes. Et vous avez mentionné, en effet, le programme Au cœur des territoires et territoires d'industrie. Donc, le CNAM est allé porter l'enseignement supérieur jusqu'au dernier kilomètre, pour reprendre le titre de l'étude annuelle du Conseil d'État. C'est un vrai défi, c'est une belle mission de service public, encore faut-il que ce soit soutenable d'un point de vue économique. Donc nous avons ce fort ancrage dans les territoires français, et vous évoquiez tout à l'heure ces plateaux techniques qui doivent être partagés. Nous y travaillons. Et vous avez cité l'usinerie à Châlons, et là, nous travaillons en effet avec l'ENSAM dans des plateaux techniques partagés. Et c'est une évolution que nous voulons continuer de mettre en œuvre, grâce notamment à un projet que nous avons remporté, le projet Excellence, en fait, nous l'appelons Confluence au CNAM, donc avec plusieurs acteurs, le CESI, que vous mentionniez à l'instant, l'ENSAM et d'autres écoles qui formaient notre communauté d'université, la commu ESAM. Je parle à l'imparfait parce que cette commu va bientôt être transformée, et le CNAM et l'ENSAM, les 2 établissements qui relèvent de l'enseignement supérieur, vont justement se rapprocher dans le cadre de conventions de coordination territoriale. Mais dans le cadre de cet appel à projet, nous allons développer des plateformes en commun avec tous ces acteurs. Alors, nous tissons des liens avec les entreprises, avec le monde de l'industrie, et nous souhaitons accompagner les politiques publiques, notamment en matière de réindustrialisation verte et responsable, et former davantage encore d'ingénieurs. Une autre grande évolution, c'est que la moitié des ingénieurs que nous formons maintenant sont des ingénieurs que nous formons sous statut d'apprenti, en FISA, et particulièrement dans les territoires. Donc, le CNAM, qui était un établissement de formation continue, est devenu un établissement qui s'adresse aussi aux jeunes en formation initiale, en particulier à travers l'apprentissage. Et puis, une autre spécificité du CNAM, c'est que cette formation se fait un peu à la carte, à la demande. Et ça, c'est très important. On le voyait dans le cahier des tendances d'AEF. Il y a aujourd'hui une forte demande pour des formations un peu en patchwork, avec des blocs capitalisables, des UE qu'on additionne. Et ça, nous savons faire au CNAM. Et c'est très important dans le cadre de la réorientation des jeunes. Ce que l'on voit aujourd'hui dans la société, c'est que très souvent, les jeunes se réorientent très vite après leurs études.
c'est cette évaporation dont vous parliez, mais on peut aussi parler de réorientation et on les conduit au CNAM vers de nouveaux métiers. Et justement, ce que je souhaiterais, c'est pouvoir conduire des jeunes qui ont pris des filières dans le domaine des sciences humaines et sociales vers des filières beaucoup plus liées à l'industrie, aux transitions technologiques, numériques, environnementales. Et nous y œuvrons en ce moment avec une nouvelle offre de formation que nous allons déployer. Donc, un grand enjeu, c'est de nous tourner davantage vers les jeunes, de leur permettre de se réorienter très tôt, de permettre à ceux qui n'ont pas pris toutes les options scientifiques, eh bien, d'avoir une sorte de parcours scientifique de remédiation au CNAM pour pouvoir intégrer des parcours, y compris l'école d'ingénieurs du CNAM. Et en ce moment, nous travaillons beaucoup sur un grand projet d'école de la réussite qui permettrait aux jeunes qui sont en difficulté à l'université, souvent parce que justement, ils ont choisi un peu par hasard le droit ou l'économie et qui se rendent compte que c'est pas suffisamment concret, ça ne forme peut-être pas suffisamment vite à un métier, que ce n'est pas ce qui leur convient, leur permettre en cours d'année de se réorienter, y compris dans des domaines scientifiques. C'est extrêmement important, vu les besoins qui ont été mentionnés, en termes de nombre de jeunes qu'il faut former vers les métiers liés à la réindustrialisation. Nous avons aussi au CNAM cette tradition d'ouverture sociale, de permettre à des jeunes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir être dans les circuits des grandes écoles, d'aller loin, très loin, vers le bac+1, vers le doctorat. Et nous tenons beaucoup à cette mission sociale. Néanmoins, elle ne doit pas occulter notre ambition d'excellence. Une excellence sous toutes ses formes, nous portons chacun le plus loin possible, et une excellence aussi dans le domaine de la recherche avec nos 22 laboratoires. Donc, le CNAM, c'est vraiment un univers complexe, riche, et l'image du CNAM aujourd'hui, c'est une image de solidité liée à cet âge canonique de 130 ans, et en même temps d'agilité avec des outils innovants. Vous évoquiez tout à l'heure les outils que le ministère du Travail a pu mettre en place pour mieux adapter les offres de formation aux besoins de l'emploi. Eh bien, nous avons travaillé avec l'un de vos outils, qui est Octopilote, et nous allons continuer de le faire dans le cadre de cet appel à projet Excellence, précisément pour mieux adapter nos formations et pour le faire sur le territoire, également en fonction des besoins de chaque territoire, et utiliser tous ces outils que vous avez évoqués pour essayer de coller au plus près aux besoins des bassins d'emploi. Ça, c'est une priorité pour les années à venir au CNAM. Merci beaucoup. Ça fait un paysage qui est à la fois très riche et très séduisant et qui traite au fond tous les principaux enjeux du moment. Donc, il s'agit des aspects territoriaux, de la jeunesse, de l'inclusion, de l'excellence, des technologies qui sont utiles et des plateaux techniques partagés. J'ai été très séduit par cette présentation. François Germinet, les cordons de la bourse aussi pour ça. Donc, c'est un des sujets qu'on n'a pas évoqué tellement dans les questions précédentes, qui étaient au fond et l'argent dans tout ça, et vers quoi est-ce qu'on l'oriente. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu? J'aime est bien placé aussi. Oui. Alors, France 2030, c'est un programme qui a été lancé le 18 octobre 21, je crois, par le président de la République, avec un objectif très fort de réindustrialisation qui était peut-être détonnant à l'époque. Je ne suis pas certain que tout le monde misait dessus à cette époque-là. 54 milliards avec des enjeux de souveraineté très forts, souveraineté en matière de santé, de capacité à produire les médicaments d'aujourd'hui et à inventer ceux de demain, souveraineté énergétique avec la question de pouvoir être autonome en France et en Europe sur ces questions-là et en intégrant le renouvellement des énergies vertes.
des questions de souveraineté numérique. Ça a explosé avec l'arrivée de ChatGPT, donc l'intelligence artificielle était déjà chez nous, mais avec l'IA générative, c'est en train d'accélérer. Euh, c'est une exponentielle d'exponentielle. Et puis des enjeux de culture également, de modèles culturels, de modèles de pensée et de valeurs qui ont été rappelés par le président de la République la semaine dernière, le jeudi 25 avril, à la Sorbonne, lors de son discours sur l'Europe, où on a vu en fait mis en amplification les sujets qui étaient à l'origine de France 2030. Pas uniquement, mais en particulier. Et donc, on a face à nous la question qui a été évoquée par plusieurs d'entre vous, à savoir comment est-ce qu'on peut réconcilier la France avec son industrie, comment est-ce qu'on peut redevenir une terre d'industrie, sachant que nous l'étions par le textile, par l'automobile, par les mobilités, par énormément de programmes. Et puis, ça s'est perdu petit à petit et perdu dans les imaginaires aussi. Donc, je reviendrai sur la question de quête de sens à l'ère de l'écologie, mais aussi imaginaire. Aujourd'hui, si vous demandez à vos enfants l'image qu'ils ont de la France, ils vous diront pas spontanément que la France est une terre d'industrie. Or, elle l'est encore et elle a vocation à le devenir encore plus, c'est-à-dire une France qui finalement est caractérisée par sa capacité de production. Donc tout l'enjeu pour France 2030, mais on est un acteur parmi d'autres avec celles et ceux qui sont dans cette table ronde et avec les autres ministères. La question, c'est donc de voir comment est-ce qu'on peut avancer sur cette réindustrialisation. Il y a toujours des verrous technologiques, c'est-à-dire il faut maîtriser les technologies d'aujourd'hui et être à peu près garanti que on sera en maîtrise des technologies de demain, d'où la recherche, d'où l'innovation et le transfert. Mais ça ne suffit pas. Il faut pouvoir s'assurer de l'alimentation en métaux rares, en bois, en ressources, etc. Mais ça ne suffit pas. Les compétences deviennent la bataille presque numéro un dans cette course à la réindustrialisation et nous ne sommes pas les seuls en Europe et dans le monde. Dans les États-Unis et la Chine, nous ne sommes pas les seuls dans cette course-là. Donc les compétences commencent à devenir, ou pour un certain nombre d'acteurs, sont déjà depuis longtemps la mère des batailles. Et donc, on met en place, enfin, on a à la fois des outils à mettre en place pour des acteurs de la formation, je vais détailler, et puis on a ce sujet des imaginaires. Alors, l'outil principal, même si on en a quelques autres, ben, c'est cet appel à projet dont Madame Bécuvé parlait tout à l'heure, à savoir l'appel campus compétences et métiers d'avenir, pardon, qui a déjà connu une saison 1 avec 800 millions d'euros et puis un impact sur 3 millions de places de formation d'ici 2030. À peu près 50% dans l'industrie pure, 25% dans l'industrie numérique, et puis le complément dans l'industrie alimentaire et la santé pour l'essentiel. Et là, on est en train de travailler, enfin, on travaille, on a ouvert une saison 2 de cet appel compétences et métiers d'avenir. Les lauréats sont forcément des consortiums où on veut voir autour de la table les gens qui vont former, c'est-à-dire qui vont prendre les élèves, les apprenants, les auditeurs, peu importe comment vous les appelez, les jeunes et les moins jeunes, mais qui vont être en formation. Donc les institutions qui vont former, on veut les voir autour de la table, s'engager dans leur acte de formation, mais avec les filières industrielles, avec
les collectivités, les OPCO, etc., pour être assuré que ce n'est pas juste une école qui ouvre une nouvelle filière ou un groupe de plus quelque part, mais que ça répond bien à des besoins concrets sur le terrain et dans les territoires. On est assez friand des campus des métiers et des qualifications. C'est un dispositif qu'on soutient et j'y reviendrai tout à l'heure quand je parlerai de la territorialisation des actions que nous sommes en train de mener. Alors, dans cette saison 2, on a essayé d'aller un cran plus loin, mais ça ne suffit pas, donc je mentionnerai à la fin des nouvelles actions sur la question de la sensibilisation. Sensibilisation aux filières industrielles, mais aussi sensibilisation aux filières scientifiques. Vous me direz, l'un va avec l'autre, mais parfois on peut développer un imaginaire par rapport à une industrie, du naval, de l'aéronautique, de la voiture, de la décarbonation, du recyclage ou que sais-je, et parfois c'est un imaginaire par rapport à des sciences, ça peut être de la physique, des mathématiques, de la biologie, etc., qu'on se développe, et donc on a besoin de travailler les deux dès le primaire et dès le collège. Et donc, on finance, c'est une nouveauté de cette saison 2, des projets d'envergure régionale ou même de préférence d'envergure nationale qui vont chercher des jeunes et qui vont les amener qui vont développer ces imaginaires et cet appétit pour l'industrie et pour les sciences. Les besoins sont très importants. On a eu plusieurs chiffres autour de la table déjà. Il passe pas une semaine ou un mois sans qu'on rencontre un acteur important. Donc ça peut être le nucléaire en France, ça peut être l'hydrogène en France, le numérique, etc. Et à chaque fois, chacun y va par tranche de 100 000 besoins, 100 000 besoins de formation nouveaux d'ici à 2030. C'est difficile de chiffrer exactement, mais quand on se dit que il en faudra beaucoup et qu'aujourd'hui on n'en a pas assez, on n'est pas très loin de la réalité. Donc on a un objectif global sur cet appel complet d'avoir plus d'1 million de diplômés formés à horizon 2030. Et donc là, on est à peu près à un tiers, un peu plus d'un tiers de l'objectif. Et en 2030, on veut que 400 000 personnes qui chaque année sont formées, eh bien, le soient avec l'aide et pu bénéficier d'un dispositif que l'on a financé. Sur la première partie de ce grand programme-là, on a travaillé à la maille territoriale, c'est-à-dire que la main était beaucoup aux stratégies nationales avec les filières industrielles et on vérifiait que les projets qui remontaient correspondaient aux besoins évoqués par les stratégies nationales. Sur cette saison 2, on travaille beaucoup plus avec les territoires, c'est-à-dire qu'on est en train d'analyser. Donc là, on utilise les EDEC, on utilise les analyses qui sont faites par la DARES dans les territoires, on utilise les diagnostics qu'on avait réalisés sur la première saison de CMA pour caractériser les besoins d'emploi. Donc, on cherche à caractériser les dynamiques d'emploi et les priorités en termes de dynamique d'emploi que l'on peut observer région par région. Vous voyez par exemple que la DARES donne une indication, mais ça donne en gros la photographie des dernières années et on tire le trait sur les années suivantes. Elle ne prend pas forcément, ces chiffres ne prennent pas forcément en compte l'arrivée de 2 gigafactories dans le Nord, de la réindustrialisation des compléments en automobile dans le Grand Est, de l'hydrogène, du nucléaire en Normandie, en PACA, en Auvergne-Rhône-Alpes, etc. Donc, on a besoin de confronter les chiffres que nous avons avec les dynamiques industrielles que nous finançons et qui généreront des besoins d'emploi très importants à 2, 3, 4 ans. Donc, on croise ça. Et l'idée, c'est donc d'avoir une cartographie région par région
des dynamiques d'emploi prioritaires et du coup des besoins de formation, vérifier que dans le cadre de compétences métiers d'avenir, nous avons pu financer la transformation de l'appareil de formation pour répondre à ces priorités, et lorsque ce n'est pas le cas, nous assurer que sur la fin de la saison, eh bien, nous aurons des financements pour accompagner les projets qui le feront. Un dernier point d'alerte pour nous dans ce travail de territorialisation des besoins, on essaye de vérifier que nous avons bien des campus des métiers des qualifications dans les priorités qui sont annoncées par les régions. Voilà, si une région dit moi je vais devenir un champion de l'hydrogène ou la filière nucléaire est stratégique pour moi, on vérifie qu'il y a bien un campus des campus des métiers des qualifications qui est embarqué, qui est présent, parce que aujourd'hui c'est un des meilleurs outils que l'on a pour mettre ensemble du scolaire, du supérieur, de la filière industrielle et puis les collectivités. Donc voilà pour quelques éléments. Malheureusement, ça suffira pas de notre point de vue pour embarquer toute la jeunesse. D'une part, on voit un désintérêt qui n'est pas massif, mais qui s'effiloche un intérêt qui s'effiloche d'année en année. Et puis, on a une baisse démographique très importante. Aujourd'hui, on a vécu avec 800 000 jeunes qui arrivaient dans les appareils de formation par an, et on descend sur un plateau à 700 000. Donc, on a à la fois besoin de plus d'emplois dans le cadre de cette réindustrialisation, et on va avoir moins de jeunes qui arriveront dans notre appareil de formation. D'où la nécessité de travailler sur ceux que l'on perd, ceux qui sortent de l'école après 16 ans, travailler sur les chômeurs, travailler sur l'importation de main-d'œuvre qualifiée lorsqu'on en a besoin, etc. On a ouvert, je crois ça a été publié il y a une quinzaine de jours, un concours à idées complémentaires pour essayer de repérer les idées et les acteurs qu'on va pouvoir faire mûrir et qui deviendront des grands acteurs demain du transfert des passions et de ce contact qui sont des passeurs entre les écoles, les collèges, les jeunes, et puis les filières scientifiques et puis les filières industrielles. Voilà. Et puis on a lancé un petit programme Butterfly en test où on prend, donc là c'est vraiment un bêta test, on prend des élèves ingénieurs, designers, scénaristes et de la voie professionnelle, et on les fait travailler par 4 sur un monde désirable à 2050, et on essaye en retour de tirer les évolutions technologiques que nous aurions besoin de financer à l'avenir pour pouvoir répondre à ce monde désirable en 2050. Merci beaucoup. Eh bien, à partir de là, alors, s'il y a des questions émanant de ceux qui sont en ligne ou de la salle, ils sont bien sûr les bienvenus. Pour ceux qui sont en ligne, ça peut éventuellement passer par le chat, et dans ce cas-là, je me ferai leur interprète. J'avais plusieurs questions en vous écoutant. Peut-être pour Rachel Bekul, il y a un des sujets sur l'apprentissage, c'est que on est en même temps confronté à des tensions budgétaires, comme chacun de nous savons. Est-ce que vous pouvez nous rassurer ou nous donner quelle idée de la façon dont ça va se passer du fait des tensions qui se sont produites sur les montants pour France Compétences? Ça, c'est une des premières questions. Et puis, j'en avais deux autres pour vous. Vous avez mentionné à la fois que sur les femmes, ça se passe mieux dans ce que vous faites que la moyenne nationale, tant mieux, et que vous cherchez d'autre part à l'améliorer encore. Et là, c'est comment? Et peut-être une troisième question sur les apports transfrontaliers, la notion d'un Erasmus de la formation. Est-ce qu'on a des bilans déjà de la façon dont ça se passe entre France-Allemagne, France-Suisse, etc.
Mon sentiment, c'est que, mais c'est peut-être un sentiment faux, c'est qu'à la fois ce sont des flux qui sont importants. On avait vu ça pendant la crise du Covid où j'avais œuvré avec quelques autres pour qu'on ne ferme pas les frontières en expliquant, ben, écoutez, il y a des flux de 20 milliards transfrontaliers qui sont liés aux transfrontaliers, donc si on les bloque, ça fait 20 milliards en moins, quoi. Donc, c'est pas un problème. Et puis, c'était des gens qui n'auront pas de boulot. Et en même temps, la question, c'est que les flux restent bénéfiquement utiles pour tout le monde, plutôt que nous ne formions pour uniquement faire bénéficier l'industrie allemande ou italienne ou suisse. Et donc, est-ce que vous avez des idées sur le sujet? Une par une. Donc, sur l'apprentissage, effectivement, il y a eu des annonces. Il y a eu des annonces de baisse d'annulation de crédit pour tous les membres. Sur l'apprentissage, il a été décidé par tous qu'il n'y aurait pas de baisse de l'aide aux apprentis, en tout cas d'aide à l'embauche d'un apprenti pour les entreprises. Et donc, l'aide qui existe et dont je faisais mention tout à l'heure, 6 000 euros, est maintenue, en tout cas pour 2024, c'est sûr. La chose qui a été annoncée, c'est une révision de ce qu'on appelle les coûts de contrat, qui est un mécanisme très compliqué, puisqu'en fait, aujourd'hui, un apprenti qui rentre en apprentissage, sa formation, entre guillemets, est prise en charge par France Compétences, qui va payer un espèce qu'on appelle un coût de contrat, qui est lié au coût pédagogique de la formation. Alors, c'est calculé par certification, donc c'est très simple, avec une analyse de comptabilité analytique de chaque CFA, et on a des branches qui se positionnent par rapport, puisqu'avant, c'était pas du tout, c'était au niveau régional, et on avait les branches qui avaient un rôle très important dans la détermination des montants des contrats. Ce qui a été annoncé publiquement, c'est qu'effectivement, il y a déjà eu une baisse de prise en charge des coûts de contrat ces 2 dernières années, 2 fois, 2,5%, en tout à peu près 6%, que de nouveau, il y aurait une baisse en 2024 de ces contrats, mais qui serait circonscrit au niveau 6 et 7, c'est-à-dire au niveau de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire à partir de la licence, et au-delà, parce qu'il y a 8 aussi, mais enfin c'est doctorant, il y a en apprentissage, et avec une baisse de 10% pour les 6, notre licence, et 15% pour les du 7, pour ceux dont le montant, comme le calcul est très compliqué à faire, dont le montant normalement constaté est supérieur à ce montant. Donc, c'est pas forcément, donc tout le monde n'aura pas cette baisse, puisque si une université ou une école ou un CFA un montant inférieur au montant constaté, on n'a pas de baisse. C'est ceux qui ont des montants supérieurs, et a été également annoncé un plafond qui est calculé en fonction des certifications. Donc voilà, c'est seulement ça qui a été annoncé dans le cadre du décret d'annulation. France Compétences a ses propres recettes, mais compte tenu de l'importance de l'apprentissage, l'État finance également France Compétences par une dotation supplémentaire chaque année. Donc ça, c'est le premier sujet sur l'apprentissage. Sur comment faire rentrer les jeunes femmes dans l'industrie, hein, c'était un peu la question. Alors c'est un sujet qu'on retrouve dans tous les EDEC. On a fait un EDEC avec la filière nucléaire qui elle-même a de fortes difficultés à faire rentrer les jeunes filles dans cette filière et en formation. Donc après, je pense que l'idée elle est culturelle, hein, elle est tout autant culturelle que l'apprentissage. Donc je pense qu'on a réussi pour l'apprentissage, on va peut-être réussir pour les jeunes filles. C'est qu'il faut passer les barrières culturelles qui sont à la fois liées à une espèce de fantasme de l'industrie, hein, pour les jeunes, hein, mais encore plus pour les femmes qui n'ont pas forcément envie d'y aller. Je pense qu'il y a des beaux modèles, il y a des branches, je pense que lui-même travaille aussi là-dessus. Toutes les branches industrielles travaillent pour essayer d'attirer les jeunes filles dans ces filières. C'est l'attractivité, c'est l'exemple. C'est montrer que des jeunes femmes réussissent. Je pense que c'est l'attractivité par l'exemple qui fera aussi. Et puis, plus on en aura, plus ça rentrera dans les mœurs, et moins les jeunes filles auront. Et je pense qu'il y a un double, hein. Il y a les jeunes filles, il y a leur famille, qui fait que. Mais on progresse. Il y a des progrès dans l'industrie. Évidemment, il y a beaucoup moins de jeunes femmes que dans certaines professions. Et sur le troisième, sur
l'apprentissage transfrontalier. Donc, on a effectivement un accord qui existe avec l'Allemagne depuis de nombreuses années, qu'on va institutionnaliser aujourd'hui, mais formel dans la loi. Il est vrai qu'on a constaté à l'occasion de ces accords qu'on avait beaucoup plus de Français qui allaient à la frontière, parce que c'est transfrontalier, faire exercer un apprentissage en Allemagne que de jeunes Allemands qui arrivaient en France. Alors, je pense qu'il y a des pays. Aussi, ils sont mariés avec une Alsacienne. Exactement. Après, on a aussi, alors, l'idée justement du nouveau accord avec l'Allemagne, c'est de travailler sur la réciprocité. C'est-à-dire essayer de voir, dire voilà, nous, on veut bien que les jeunes Allemands, les jeunes Français en Allemagne, mais en contrepartie, on doit avoir autant d'Allemands qui viennent en France, avec le risque de... Alors, on sait bien, là, l'Allemagne, ça va à peu près, mais quand on est avec la Suisse, c'est encore plus compliqué. Parce que là, on n'est pas en train de travailler avec la Suisse sur la coopération franco-suisse, parce qu'on sait bien qu'en fait, on aura des gens qui vont rester en Suisse. Et on a aussi, et du coup, c'est compliqué à développer l'apprentissage frontalier, parce qu'on a aussi beaucoup d'entreprises, du coup, le jeune est dans l'entreprise en France. L'idée, c'est qu'il puisse partir quelques semaines, plusieurs mois dans une entreprise en Allemagne. Et on a beaucoup d'entreprises françaises qui ne souhaitent pas, qui ne laissent pas partir leurs apprentis parce que ils en ont besoin en fait. Et notamment quand on est dans une petite structure, alors dans l'industrie c'est pas pareil, mais quand on a une PME, l'apprenti généralement c'est quand même partie de l'activité de l'entreprise. Et donc, il faut trouver des mécanismes où, à un moment donné, c'est réciproque. C'est comme des échanges, en fait. Si on a un apprenti allemand qui vient dans l'entreprise française pendant que l'apprenti français est dans l'entreprise allemande, c'est gagnant-gagnant et c'est très bien. Mais les entreprises commencent déjà... Enfin, j'ai participé à un séminaire organisé par le COP. On voit que de plus en plus, ces petites entreprises acceptent que les jeunes partent parce qu'ils reviennent avec une expérience qu'ils n'ont pas et des nouvelles façons de travailler qu'ils n'ont pas. Et ça enrichit aussi l'entreprise de départ. En fait. Merci bien. C'est une question sur la prospective. Un des sujets, par exemple, c'est dans les sujets du moment, il y a l'intelligence artificielle. Et quand on regarde les effectifs, il y a une étude qui est assez bien faite d'ailleurs dans le numéro des Annales qui est faite par Michel Spitz sur les besoins pour l'informatique à moyen et long terme. Et qui remet en perspective les différents chiffres qui ont été prononcés là-dessus. L'IA aujourd'hui, c'est à peu près 3% des besoins en informatique, mais en même temps, c'est explosif. Et donc, on a une difficulté, c'est que si on vise trop bas, eh ben, on se trouve forcément évincé parce que pas avec la masse critique. Si on vise trop haut, on a aussi un souci parce qu'on va se trouver avec des gens qui seront, des métiers qui seront dévalorisés parce que n'ayant pas de débouchés immédiats, faute de la demande et de la capacité de suivre dans les services et dans l'industrie correspondante. Et donc, il faut tirer au bon endroit, ce qui n'est pas évident. Ça passe a priori plutôt effectivement par des travaux de prospective et des travaux de prospective qui soient assez horizontaux parce que les débouchés sont partout. Et donc, est-ce qu'on fait les choses bien? Est-ce que c'est améliorable? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a le CEREC, effectivement, il y a ce que fait la DARES, il y a plein de travaux. Mais la DARES travaille comme forcément avec des statistiques, c'est-à-dire avec un rétroviseur. Il faut être aussi capable de se projeter. Après, d'un point de vue très pragmatique, sur l'IA en tant que telle, on part d'assez loin parce que pour autant qu'on a déjà beaucoup de numérique de développer, et puis des réseaux et de la cyber, et puis voilà, pour beaucoup de choses, l'IA pure et encore plus l'IA générative est quelque chose de naissant et ça s'introduit. Il y a du coup de plus en plus de formations, mais ça s'introduit de plus en plus. Ça s'introduit dès les premiers cycles, là où avant on voyait plutôt du second cycle au niveau master. Et l'appareil global de formation va quand même prendre un peu de temps à s'adapter et à monter en puissance. Donc entre le temps de la montée sur le temps de la montée en puissance,
on aura quand même l'opportunité de vérifier la volumétrie des besoins en cours de route. Absolument. Alors, j'ai une question dans le chat d'Henri Say. Est-ce qu'on ne dit pas en creux qu'il faut colmater les manques de l'éducation nationale et a-t-on des objectifs d'intervention en amont sur la sensibilisation, la formation et l'orientation dans l'enseignement public? Malheureusement, le ministère de l'Éducation nationale n'est pas autour de la table. Je ne vais pas répondre pour lui, je vais seulement mentionner ce qu'on avait dit dans le défunt Comité national éducation et économie, où les représentants du patronat s'étaient inquiétés que ce qu'on enseignait surtout en littérature aux jeunes Français, c'était Germinal et Au bonheur des dames, ce qui ne donne pas forcément la meilleure image de l'industrie possible, et que par contre, des textes plus récents, en l'occurrence, font un peu défaut. Alors ça m'amène peut-être à une autre question qui est sur la culture scientifique, technique et industrielle, qui a été très bien illustrée par Bénédicte Fauvarec-Cosson. Est-ce qu'on peut faire mieux? On a fait pas mal, d'ailleurs, y compris avec le PIA, avec la régionalisation qui a été l'occasion de donner du souffle à quelques 41 centres de culture scientifique, technique et industrielle de par tout le territoire. En même temps, il y a la question des influenceurs. Est-ce qu'on s'en sert assez? Alors, il y a des jeunes scientifiques qui font des vidéos très bien sur des sujets scientifiques, et quand c'est bien fait, ma foi, ça attire du monde. Et puis, il y a les dispositifs institutionnels. Est-ce qu'on peut coupler les deux d'une manière quelconque ou les encourager? Qu'en pensez-vous? Alors, je pense qu'il faut coupler les deux. Parce que, en effet, aujourd'hui, on se rend compte, quand on organise des séminaires comme celui que j'ai évoqué tout à l'heure, l'aventure des inventions, on se rend compte qu'on a du mal à avoir un public qui se déplace et que les moyens de se former sont différents. Alors, bien sûr, il est enregistré, comme nous sommes ce soir, mais c'est vrai que les influenceurs ont en fait un public, alors non pas captif, mais régulier. Et il faut absolument que nous les utilisions davantage. C'est une réflexion d'ailleurs que nous menons. De même qu'il faut utiliser aussi les jeux vidéo scientifiques. On a une école au CNAM, école d'ingénieurs dans les jeux vidéo, l'ENGMIN, et donc, travailler davantage. ENGMIN, alors l'école nationale des jeux vidéo, vous voyez. Et ils vont travailler davantage en ce sens parce que il faut atteindre les jeunes avec les moyens qu'ils utilisent. Merci. Alors, je regarde qu'est-ce qu'il y a d'autre. Il n'y a pas d'autres questions directement en ligne. Y a-t-il d'autres questions autour de la table? Ouais. Eh bien, oui. J'ajouterais quand même, je pense qu'il faut, il n'y a pas de fatalité. On l'a vu avec le développement de l'apprentissage, dans notre branche, nous avons doublé le nombre d'apprentis. Donc on voit bien, et nous sommes un certain nombre d'acteurs, ici autour de la table et bien ailleurs, depuis 20 ans, 30 ans, à essayer de travailler sur l'image de l'industrie, sur les métiers industriels, avec des arguments souvent peut-être trop rationnels et peut-être pas assez sur l'imaginaire. Mais on voit bien qu'il n'y a pas de fatalité. Sinon, nous ne serions pas passés de... On avait 35 000 apprentis avant 2018, avant la loi de 2018, nous sommes à 75 000 aujourd'hui. Oui, ça c'est clairement encourageant. Voilà, donc il faut continuer à créer ce travail de fond, à la fois travailler sur le moyen long terme sur la culture technologique et scientifique, et ça n'est pas grave pour cela. Et puis en même temps, travailler avec l'ensemble des acteurs sur la professionnalisation et travailler sur le public féminin qui va aussi vers des filières scientifiques, qui ne sont pas les nôtres, forcément, mais qui vont vers les filières biologiques, environnementales, chimiques, etc. Et moins dans le génie mécanique, moins dans la maintenance ou l'électricité, l'électronique. Donc je pense qu'il ne faut pas baisser les bras et il est 18h30. C'est la fin. C'est la lutte contre le changement climatique. Et heureusement, on peut rallumer. C'était pour nous rappeler qu'il est 18h30. Merci à tous. J'ai peut-être une dernière question. Au fond, sur quoi portent les tensions les plus fortes? Est-ce que c'est plutôt les besoins ouvriers, techniciens, ingénieurs je veux savoir, il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau.
de bac -3 à bac +5. Ils sont tous en tension. Tous les métiers sont en tension. Alors, pour reprendre les études de la DARES qui sont publiées chaque année sur les métiers en tension, dans le top 30, vous en avez la moitié qui relève des métiers industriels, du soudeur à l'ingénieur. Il y a 47 000 diplômés ingénieurs, je crois, chaque année. Une source, il en manquerait entre 5, 10, 15 000. Voilà, donc, si on vous demande, il y a un truc qui fait particulièrement mal et qu'il faut. Les secteurs sont en tension. Effectivement, il y a il y a des perspectives de baisse démographique qui ne sont pas très optimistes. Et pour autant, il faut continuer à travailler avec l'ensemble des publics et l'ensemble des dispositifs. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de publics qui sont en recherche d'emploi. Comment arriver à les remettre en activité? En tout cas, encore une fois, c'est le manque de main-d'œuvre qualifiée est probablement aujourd'hui le principal frein à cette réindustrialisation que nous appelons de nos voeux. Et nous n'avons pas d'autre choix que de réussir ce parcours. Oui, et en rebond avec donc certainement que les besoins sont effectivement répartis sur l'ensemble des niveaux de qualification, mais avec des problématiques territoriales qui sont pas les mêmes. C'est-à-dire que si vous avez un ingénieur dans le nucléaire ou dans l'IA qui est formé à Grenoble, à Marseille ou à Lille, il peut éventuellement aller travailler, la mobilité est plus facile à ces niveaux de qualification-là. Lorsque vous avez besoin des niveaux CAP ou Bac Pro, là, vous avez besoin d'une école de production, d'un lycée professionnel, vous avez besoin d'outils de formation directement à proximité de l'usine ou du bassin d'emploi. On peut espérer que la réforme des lycées professionnels va améliorer des gros enjeux devant nous. Écoutez, merci mille fois. Je crois qu'on a traité beaucoup de sujets ce soir et puis en même temps, on termine sur une note optimiste grâce à vous. Donc, sur ce, nous avons une journée devant nous un tout petit peu plus calme. Ça permettra de réfléchir à comment travailler encore mieux après et se former davantage. Bonne soirée. Bonne soirée.